Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt difficile, délicat. On va parler immigration clandestine et on va s'entretenir surtout avec une personne qui est en situation irrégulière et qui est donc un clandestin. C'est QFD, c'est aujourd'hui, c'est tout de suite, c'est sur Kwezi et c'est Ibrahim Mohamed qui s'y colle. Ibrahim, bonjour. Bonjour, Monsieur Patrick. Merci déjà d'être là avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Merci de vouloir témoigner de votre histoire entre les Comores, Mayotte, cette traversée qui vous a marqué. On a travaillé, préparé cette émission. Vous m'avez déjà raconté cette histoire. Votre vie ici. Mais avant de commencer de parler de tout ça, je voudrais juste savoir, Ibrahim, pourquoi vous avez accepté de répondre à nos questions. Pourquoi vous acceptez aujourd'hui de parler devant une caméra à visage découvert alors que vous êtes ce qu'on appelle ici un clandestin. Merci, Monsieur Patrick, de me choisir pour répondre à vos questions. Pour répondre à ta question, oui. J'ai accepté de répondre à vos questions parce que bon, c'est vrai, je suis clandestin, mais les Mahorais ne sont pas mes ennemis. Hein, vous n'êtes pas mes ennemis. L'État, la police, le LAPAF, ils ne sont pas mes ennemis. Donc j'ai accepté de venir ici en plein jour pour répondre à vos questions, témoigner ce que je vis. Ouais. On va commencer tout de suite avec... on va faire comme pour la préparation de l'émission. On se disait tu. On est devant des gens qui nous regardent et on dit la vérité. On ne triche pas, on ne ment pas. On se dit tu. Ibrahim, tu es grand Comorien. Oui. Tu es en situation irrégulière à Mayotte depuis bientôt 2 ans. Tu te rappelles le moment où tu as décidé de quitter ta famille, c'est-à-dire ta femme, tes enfants, pour venir à Mayotte? Tu te rappelles de ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as dit « il faut que je parte à Mayotte » ? Ce sont des moments très très durs pour moi, que si je me rappelle de ces moments-là, ça me fait peine. En tout cas, bon, je me rappelle très bien, lorsque j'ai pris la décision de prendre le risque, c'était pas facile de prendre cette décision, mais je l'ai pris parce que je n'avais pas un autre choix. Je n'avais pas le choix. J'ai pris la décision. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la vie aux Comores qui est très difficile. C'est la vie aux Comores qui fait à ce que les gens se fuient du pays. C'est la vie aux Comores qui fait à ce que les gens prennent le risque de traverser toutes ces mers-là, depuis Moroni, Anjouan, et puis d'Anjouan à Mayotte. Oui. Donc c'est pour une vie donc difficile aux Comores, si j'ai bien compris, y compris pour gagner sa vie et nourrir sa famille. C'est si difficile que ça? Il y a plein de gens qui vivent aux Comores et qui n'ont pas de problème pour nourrir la famille. Oui, Monsieur Patrick, tu dois savoir que laisser sa famille, prendre le risque pour venir ici, c'est pour seulement une seule raison. Gagner une meilleure. Ce n'est pas gagner une vie, c'est gagner une meilleure vie. Et tout le monde a besoin de ça. Alors explique-nous, comment ça s'est passé, ta décision, on a compris, un jour tu la prends, tu décides de rejoindre Mayotte. Comment tu t'y prends? Tu sais comment il faut faire? Tu te renseignes? Comment ça se passe ce jour-là pour partir? Qui tu contactes? Normalement, j'ai contacté personne après avoir pris la décision. J'ai seulement pris le bateau de Moroni en juin. Parce que c'est à partir d'en juin que tu voyages. Donc tes contacts, tu les prends quand tu es à Anjouan, pas à Moroni. J'ai pris un seul contact lorsque j'étais à Moroni. Oui. Je suis venu à Anjouan, j'ai trouvé le contact.
et puis je suis parti. D'accord. Ce voyage, quand tu as trouvé ce contact à Anjouan, il a fallu l'organiser. Tu es parti avec des bagages, tu es parti avec. Il a fallu payer ce voyage. Comment ça se passe, les négociations avec cette personne à Anjouan qui t'a permis de faire ce voyage? Les négociations sont... Il n'y a pas de négociations à faire, normalement. Il y a un prix fixé, Combien? 500 €. 500 €, c'est le prix de la traversée. C'est le prix de la traversée. Des fois, quand tu n'as pas les 500 €, c'est là où il y a des négociations pour dire que j'ai 150, j'ai 200, j'ai même 100. Ils peuvent accepter comme ils peuvent dire non. Ouais. Et si jamais ils acceptent, ce qui a été ton cas, parce que je crois que tu as payé 300 € pour venir, du coup, ils chargent encore plus le Kwassa. Il y a encore plus de monde dans le Kwassa. Oui. Tu te rappelles de ce moment où tu étais sur la plage, une des plages d'Anjouan, parce qu'on n'est pas là pour faire de la délation ni quoi que ce soit, on est juste là pour essayer de comprendre ton cheminement. Ce moment où tu es sur la plage et tu découvres le Kwassa et le nombre de personnes qu'il y a dans ce Kwassa. Tu peux nous raconter, tu peux nous parler de ce moment-là? Ça fait peur, monsieur Patrick. Le moins tu payes, le plus de personnes dans le bateau. C'est vrai, j'ai payé 300 €, mais j'ai trouvé 37 personnes. Combien? 37 personnes dans le bateau. 37 personnes. Ce qui m'a fait totalement peur. Jusqu'à ce que j'ai pensé à retourner à Moroni. 37 personnes dans un bateau, tous les bagages de toutes ces personnes-là, de ces gens-là, dans un autre bateau. D'accord. Les bagages dans un bateau, les personnes, les 37 personnes dans un autre Kwassa. Dans un autre Kwassa. Arrivé en pleine mer, le bateau avec les bagages s'est retourné à Anjouan. Pourquoi? Donc toi, tu es dans ce bateau avec 37 personnes, tu quittes Anjouan, donc tu prends la décision de partir, même si à un moment donné tu hésites, mais tu prends quand même la décision de partir. Oui. Juste avant de partir, est-ce que tu te rappelles de la discussion que tu as eue avec ta femme et tes enfants? C'est-à-dire, je pars. Est-ce que là, il y a un moment compliqué, j'imagine? Bien sûr qu'il y avait des moments, pas seulement un moment comme il y avait des moments compliqués parce que ce sont des petits-enfants. Prendre cette décision, accepter, dire à papa au revoir. Papa, tu vas prendre le risque, mais au revoir. C'est pas facile. Mais c'est plus difficile aussi à une femme qui voit son mari partir pour prendre un tel risque. C'est Pour pas nourrir sa famille? Comment? Pour nourrir la famille. Pour nourrir, et seulement pour nourrir la famille. Donc, on revient, tu as pris ce Kwassa avec 37 personnes, tu es au milieu de la mer. Comment se passe la traversée? Monsieur Patrick, depuis que j'ai quitté Anjouan jusqu'à ce que j'arrive à Mayotte, je n'ai pas parlé un seul mot. Pourquoi? C'est à cause de la peur qui était à l'intérieur. Je n'ai pas prononcé un seul mot parce que j'avais peur. Le seul mot que j'avais avec moi, Ya Allah. Ya Allah. Parce que tu arrives à des moments où les vagues viennent de quatre côtés, tu vois le bateau voler comme ça, comme un oiseau. Et pour revenir sur l'eau, ça fait mal. Ça fait mal. Des fois, tu ne penses pas à toi-même, mais tu penses aux bakoko qui sont à l'intérieur, Au grand-père. Hein? au grand-père. Tu penses aux malades qui sont à l'intérieur. Tu penses aux petits-enfants qui sont à l'intérieur, qui pleurent. Et tout ça, bon, laisse-moi dire, c'est difficile. C'est très difficile. Mais on peut imaginer facilement. Ce voyage, tu dis, c'est difficile. Le bateau avec la houle. Donc on imagine, effectivement, on monte, descend. Tu me disais lors de la préparation que tout le monde avait été malade dans le bateau? Dans le bateau, il y avait des gens malades, il y avait des blessés, il y avait des vieux, oui. Et il y avait aussi des gens qui ont vomi, tu me disais. Tout le monde vomissait dans le bateau? Oui. Alhamdoulilah, moi, je n'ai pas vomi. Oui. Mais à 95% des gens, ils ont vomi. Donc on imagine la scène, c'est-à-dire qu'on est sur un bateau, un Kwassa, qui traverse
avec à bord 37 personnes, le bateau qui monte et qui descend, et tout le monde vomit. Ça crie sur le bateau. Ça crie. Ça crie. Et il faut aussi imaginer, lorsqu'on vomit, mais on n'a rien à manger, on n'a rien à boire, le ventre reste vide avec des couscous, Des secousses. avec des secousses, oui, c'est pas du tout facile. Et vous arrivez, à un moment donné, vous traversez cette phase, cette étape compliquée des vagues, tout le monde arrive entier, et tu commences à apercevoir Mayotte. Tu n'es pas encore arrivé sur la plage, mais tu vois Mayotte. Tu vois en fait Msamboro. Qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là? Je me disais deux choses. Alhamdulillah, Alhamdulillah, on va y arriver. Mais l'autre chose qui s'opposait à ce que je disais, si on ne nous attrape pas, Qui ont? la gendarmerie maritime, la PAF, parce que si jamais ils nous attrapent, là on ne va pas. Bien sûr. Et là, l'argent que tu as mis, il était perdu. Perdu. L'argent que tu as mis est perdu. Après avoir retourné en juin, tu dois repayer encore pour venir. Est-ce que la police anjouanaise, si jamais tu étais pris par la PAF à ce moment-là, et qu'elle te renvoie à Anjouan, est-ce que la police te sanctionne? Est-ce que tu es puni par la police d'Anjouanaise? Là, je ne sais pas parce qu'on ne m'a jamais renvoyé. Oui, c'est clair. Ça peut se comprendre. Donc tu arrives maintenant sur la plage à Msamboro. Donc là, il y a 37 personnes qui sortent d'un kwassa et qui vont sur la plage. Où vont ces 37 personnes? Oh, ces 37 personnes, après avoir laissé la plage derrière, tout le monde se demande où aller maintenant. Donc on entre dans les différents champs. Oui. On grimpe les montagnes juste pour se sauver. Et les gens s'éparpillent ou tout le monde reste ensemble? Non, non, nous étions ensemble. Les 37 ensemble? Les 37 personnes, nous étions ensemble. Nous sommes entrés dans un champ. Nous avons trouvé un grand homme de à peu près 60 ans qui était dans son champ. Un Comorien, un Maoré? Et c'était Maoré. Un Maoré, d'accord. Il nous a bien reçus. Oui. Merci Dieu et merci à lui. Là où il est, j'espère qu'il nous regarde. Il nous a donné à manger. Mais vous le connaissiez? Non. Il nous a donné à manger et il nous a conseillé de rester dans son champ jusqu'à l'après-midi. Pourquoi? Parce que si jamais c'était à 7 heures du matin, si jamais nous sortons, la gendarmerie va nous attraper. Donc vous vous cachez, les 37 personnes dans ce champ, et vous attendez qu'une heure plus propice, plus facile pour vous, pour pouvoir sortir de ce champ. Il est quelle heure quand vous sortez de ce champ? Il était à 16 heures. 16 heures. Vous sortez de ce champ, et là vous allez où? Bon, chacun connaissait quelqu'un. Quelque part, il y a ceux qui avaient des numéros de téléphone de ses proches. Moi, j'avais un seul numéro. Malgré mon téléphone la batterie était morte, je n'ai pas pu trouver ce numéro-là. J'ai seulement demandé de me déposer à Mamoudzou. Mais qui te dépose à Mamoudzou? Vous sortez de la forêt? Monsieur Patrick, il y a des choses que je ne pense pas que tu vas comprendre. Il y a des gens qui dorment ici à Mayotte et qui font de l'argent. Il y a des taxis spéciales pour récupérer les gens qui viennent avec les kwassas. Et chaque tête doit payer 50 euros. 50 euros 50 par euros. personne Ouais. pour vous amener de Msamboro Oui. à Mamoudzou. Oui. Et ces taxis, vous avez les téléphones avant de partir déjà de ces gens-là? Non, ce n'est pas nous qui appelons ces taxis-là. Il y a des connexions Entre les passeurs? entre les bateaux, Oui, les agences des bateaux, oui, hein, et ces taxis-là. d'accord. Donc il y a quand même ce qu'on appelle un réseau, C'est un réseau. Ce n'est pas un réseau. Ce sont des réseaux. des réseaux. Donc vous sortez
donc de la forêt, et vous prenez des taxis prévus pour ça. Oui. Il y a combien de taxis en tout? Parce que si vous êtes 37, c'est une quantité énorme de taxis, c'est au moins 10 taxis. Oui, 37 personnes, Monsieur Patrick. Il y a des taxis qui prennent 7 personnes, il y a d'autres à 4, il y a d'autres à... Et c'est comme ça qu'on a quitté cette forêt-là. Et donc, pourquoi tu demandes à venir à Mamoudzou? Tu connaissais des gens ici? On m'avait dit qu'il y a des gens de mon village à Mamoudzou. Donc j'ai demandé, déposez-moi à Mamoudzou et je vais voir un d'eux. Voilà. Je suis venu, j'ai demandé un nom, on m'a donné, on m'a envoyé chez lui et voilà, je lui ai trouvé. On vivait ensemble, Avec lui? avec lui. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de ta vie à Mayotte, et bien évidemment, depuis ces 2 ans. Parce que vivre dans l'illégalité, ça ne doit évidemment pas être évident. Bien évidemment, c'est interdit. Et oui. On va en parler. Mais avant, quand tu es arrivé à Mayotte, tu as fait le tour avec les taxis, tu es revenu à Mamoudzou. Tu as appelé ta famille, j'imagine? Tu as pu appeler ta femme, tes enfants? C'est-à-dire au moment où je suis venu Oui. à Mayotte. Oui. Oui, j'ai appelé ma famille pour leur dire que je suis bien arrivé. Malgré que, comme je te l'avais dit, mon sac a été renvoyé à Anjouan, a été retourné à Anjouan. Donc je suis venu à Mayotte sans rien, Aucune affaire. sans rien. Tu as récupéré ton sac après? Non, non, ma femme l'a Donc trouvé. le sac, il est reparti jusqu'à Moroni? Jusqu'à Moroni, oui. Ah oui, c'est quand même bien organisé l'histoire. Non, non, ce sont des réseaux, ce sont des agences invisibles. Mais les forces de l'ordre aux Comores qui disent aujourd'hui, et les hommes politiques disent que on lutte contre l'immigration en accord avec la France, on nous laisse entendre qu'il y a une forme de coopération qui se fait là-dessus. Mais apparemment, quand tu me l'expliques, Monsieur Patrick, n'oublie pas que je t'avais dit que ce sont des agences invisibles. enfin, les Kwassa qui partent, ils ne sont pas invisibles, Ibrahim. Laisse-moi te demander, Monsieur Patrick. J'ai parlé des taxis ici à Mayotte qui sont là prévus pour récupérer les gens qui viennent. Est-ce que tu penses que ici à Mayotte, on ne connaît pas ces gens-là? Est-ce que tu penses qu'ici à Mayotte, si jamais la gendarmerie veut savoir où sont ces taxis-là, ils n'arriveraient pas à les savoir? Donc, c'est pour te dire que c'est la même chose là-bas aux Comores. Si les forces de l'ordre n'arrivent pas à attraper ces gens-là, c'est parce que les agents sont invisibles. oui, donc là, c'est quand même grave ce que tu nous dis, parce que tu nous laisses entendre que on laisse faire. Les gens laissent faire. Que ce soit aux Comores ou à Mayotte. C'est pas parce qu'on laisse faire. Des fois, on essaie de faire, mais on n'arrive pas. Ouais. C'est comme la vie. Tu essaies de gagner ta vie. Des fois, tu arrives, des fois, tu n'arrives pas. On arrive à la fin de cette première partie d'émission. Ça fait 2 ans que tu es à Mayotte. Donc 2 ans que tu n'as pas vu ta femme et tes enfants. Comment ça se passe? Comment tu arrives à faire? Est-ce que tu arrives à leur envoyer de l'argent? Est-ce que tu arrives à discuter quand même avec eux? Comment ça se passe? Oui, la technologie a facilité les moyens de Par se téléphone, parler. par Skype, WhatsApp? Oui, WhatsApp, IMO, tous les réseaux, avec tous ces réseaux, Ouais. oui, on arrive à parler. Et tu arrives à leur envoyer de l'argent? Quelquefois, oui. Comment tu fais pour envoyer de l'argent? Monsieur Patrick, nous les musulmans, nous les Comoriens, aussi les Mahorais, nous prions beaucoup à Allah. Parce que notre foi est Allah. Donc avec les Fundis, quand tu as des problèmes, tu les appelles pour prier pour toi. Et c'est à partir de là que j'arrive à gagner quelque chose pour vivre. On va parler de tout ça dans un instant. Comment tu arrives à vivre pendant 2 ans en situation irrégulière?
d'où vient l'argent que tu gagnes, comment tu fais pour l'envoyer et puis qu'est-ce que tu espères de Mayotte et de la France maintenant. Tu restes évidemment avec nous. On tourne une page de pub et on revient de suite après sur le plateau de CQFD.